Nasser a quitté la France. Nasser est parti de Saint-Nazaire. Nasser vogue vers l'Égypte. Bienvenue. Hervé Guillou, bonjour. Bonjour. Vladivostok, rebaptisé Nasser, est le premier des deux Mistral que la France a donc vendu à l'Égypte après l'annulation du contrat avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous avez transformé avec DCNS ? Eh bien, nous avons déjà rendu aux Russes ce qui leur appartenait, qui était un certain nombre d'équipements spécifiques, notamment les télécommunications. Nous avons aussi traduit des centaines de milliers de lignes d'étiquettes, de codes et d'écrans. Nous avons formé les Égyptiens. Et enfin, nous avons préparé le bateau pour une nouvelle période de garantie. C'est-à-dire que les marins russes étaient restés plusieurs mois, les marins égyptiens... 3 mois. 3 mois, et ils sont partis avec le Nasser. Ils étaient 180 à peu près dans l'équipage. Ils étaient 180 à bord. Ils sont appareillés hier de Saint-Nazaire et ils voguent vers Alexandrie. Et vous avez changé une partie de l'informatique, Hervé Guillou, y compris le système de la langue de cyrillique russe à l'arabe, c'est ça ? Exactement. Alors les Mistral étaient destinés aux mers froides. Cette fois, ils doivent s'adapter aux mers chaudes, la Méditerranée, la mer Rouge. Qu'est-ce que ça implique ? Pas grand-chose. En fait, on n'a pas démonté les équipements spécifiques des mers froides parce qu'ils étaient complètement intégrés à la coque. On a juste rajouté des systèmes de climatisation plus performants et puis préparé le bateau à ses opérations en mer Rouge et en Méditerranée. Mais à quoi ils ressemblent ces Mistral maintenant sous pavillon égyptien ? Ce sont de formidables bateaux de commandement et de présence en mer. C'est-à-dire des bases militaires en mer. Des bases militaires en mer, et en particulier, comme vous le savez, le problème numéro 1 de l'Égypte, c'est Daesh. Oui, mais on va y venir. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent transporter ? Alors, ils peuvent transporter des chalands de débarquement, des chars, des hélicoptères, 700 personnes pour avoir des commandos à terre ou récupérer dans les missions humanitaires des gens à bord, un énorme centre de commandement pour les opérations navales. Et contre qui ces navires ? Quel est l'ennemi, justement ? L'ennemi pour l'Égypte, c'est aussi l'ennemi de la France, c'est Daesh, c'est d'empêcher en fait tous les terroristes d'arriver par voie maritime sur le territoire de l'Égypte et puis de ses voisins. Mais Daesh combattu à partir d'où ? Combattu à partir d'une part d'Alexandrie et du contrôle en fait des approches méditerranéennes, mais aussi le président Sisi prévoit d'installer une base en mer Rouge. Oui, et il y a la Corne de l'Afrique aussi où on peut lutter contre Daesh. Alors le maréchal ou le président Sisi, si on voit bien, il renouvelle, il modernise avec vous une marine de l'époque qui était soviétique, même pas russe, soviétique, et qui est donc devenue caduque pour lutter contre le terrorisme. Et alors le second Mistral, le Sadat, il s'en va quand ? Il s'en va mi-septembre, et donc il va compléter cette flotte. Dans 2-3 ans, la marine égyptienne aura 7 bateaux produits par DCNS, et qui leur permettra d'avoir une flotte complète avec des grands bateaux de commandement comme le Mistral, des frégates et des corvettes. Sadat, c'était le Sébastopol. Donc les deux s'en vont ou vont s'en aller. Le contrat avec Vladimir Poutine, c'était 1,2 milliard, on l'a assez répété. Est-ce que la France a beaucoup perdu en vendant aux Égyptiens ? Je pense que finalement la France en est extrêmement bien sortie, parce que entre le 5 août, date où nous sommes allés finalement signer l'annulation du contrat à Moscou, et le 12 octobre, date où le Premier ministre Valls a signé le contrat de vente à l'Égypte, nous n'avons finalement eu très peu de frais fixes et de frais d'entretien. Non, mais ça veut dire combien ? Est-ce qu'on a perdu ? Ou par exemple, Vladimir Poutine n'a pas demandé d'indemnité excessive ? Il n'y a effectivement pas eu d'indemnité, à ma connaissance. Autrement dit, vous êtes très content de les voir quitter Saint-Nazaire ? Oui, parce que chaque mois coûtait combien ? Ça coûtait entre 2 et 5 millions. Bon. Aujourd'hui, s'ouvre jusqu'à vendredi à Villepinte, Eurosatori, qui concerne tout ce qui est intelligence artificielle, de la défense terrestre, en matière de robotisation, etc. Et dans la marine, ça existe, l'intelligence artificielle ? Oh que oui, nous avons évidemment les mêmes enjeux, et d'ailleurs, je peux dire que la puissance de calcul d'un système naval embarqué est extrêmement élevé. Nous avons sur une grande frégate entre 20 et 30 millions de lignes de code temps réel. Ça veut dire ? Comparez ça à la voiture intelligente, ça sera 1 million de lignes de code. Donc c'est 20 à 30 fois ce que sera la voiture intelligente. Alors ça sert pour quoi ? Pour les frégates ?
Alors, sur un bateau de surface, vous pouvez engager en même temps, finalement, vos avions de combat, une attaque de missiles, vos radars, vos canons, la lutte sous-marine, les télécommunications. Ce ne sont pas des jeux vidéo. Et le commandement, c'est à la milliseconde. Oui. Et dans un sous-marin, vous maîtrisez surtout l'avantage acoustique, en dessous du bruit de fond de la mer, entre finalement la maîtrise de votre propre bruit et l'analyse qui nécessite des puissances de calcul énormes de tous les bruits que vous entendez. Hervé Guillou, DCNS, vous construisez les sous-marins d'attaque français qu'on appelle les Barracuda. Et vous avez aussi le contrat des 12 sous-marins avec l'Australie, DCNS. Est-ce que c'est un vrai contrat? Est-ce qu'il se met en place? Est-ce que c'est vraiment bon pour nous? C'est formidable pour nous. C'est d'abord une formidable fierté pour les équipes de DCNS. D'accord, vous n'avez pas dit si c'est un vrai contrat. Ça n'est pas encore un vrai contrat, c'est une sélection, comme l'a annoncé le Premier ministre Turnbull. Nous avons été sélectionnés dans une compétition contre le Japon et l'Allemagne, qui avait aussi fait des très bons dossiers. Et nous sommes en train de commencer maintenant la mise en place contractuelle proprement dite. C'est-à-dire votre expertise a été préférée à celle de l'Allemagne et du Japon, et la France devient le premier partenaire avec l'Australie. Pour combien de temps? 50 ans, c'est formidable. 50 ans. C'est une immense aventure et c'est, je vous dis, à la fois finalement la reconnaissance de la qualité technique d'une offre qui était à la fois supérieure acoustiquement, endurante et performante, mais aussi l'équipe de France qui s'est mobilisée pour gagner cette compétition. Autrement dit, il y a déjà des bleus qui sont sur le podium, l'équipe de l'industrie navale. Bon, mais pour le succès de votre groupe, il faut vraiment exporter dans le monde. Ah, c'est absolument fondamental parce que aider la souveraineté de l'Australie à se construire, c'est pérenniser notre propre souveraineté. Puisque une société comme DCNS, moi, mon principal défi, c'est d'entretenir 400 compétences dans des domaines extrêmement variés. Donc il faut exporter. Donc il faut exporter. Et il faut que tout le monde travaille, que le cerveau, les neurones bossent. Il faut entretenir les volumes pour que toutes les équipes soient entretenues. La France dispose d'un porte-avions, le Charles de Gaulle. Quelquefois, il est fatigué, souvent, il est en maintenance. Est-ce qu'il faut imaginer, pour vous, le DCNS, un futur Charles de Gaulle numéro 2, on l'appellera autrement? Nous, évidemment, nous le souhaitons. Et d'ailleurs, tout le travail que nous faisons aussi en matière de préparation de l'avenir et d'innovation doit nous préparer à ça, parce que nous devons être capables de le faire dans 15 ans. Hervé Guillou, Paris Match montrait récemment les hydroliennes construites par vous, immenses et originales, leur utilité. Est-ce que vous êtes... D'abord, est-ce que vous en faites et à quoi ça va servir? C'est connecté avec l'électricité pour le citoyen et EDF. Exactement, nous avons connecté la deuxième hydrolienne ce week-end et ça sert aussi pour des CNS. C'est une hélice à l'envers et ça va pouvoir régénérer aussi de l'emploi industriel sur nos sites. Nous sommes leaders mondiaux et il faut le rester. Vous avez des emplois jusqu'à quand? Parce que vous parlez d'emplois. Eh bien, on a aujourd'hui des emplois pour les prochaines décennies, mais il faut arriver à les développer.